Très bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire VIE qui va parler d'éthique et d'intelligence économique, qui sera réalisé par les conseillers du commerce extérieur. Alors la particularité de ce webinaire, bon, à la base il devait être en présentiel, mais la météo on a malheureusement décidé autrement. Donc on a rebondi avec uniquement du distanciel. Mais il a également comme autre particularité de s'inscrire dans le cadre du forum Cap vers l'international, organisé par Business France, à destination des candidats volontaires internationaux en entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, le webinaire est retransmis en direct actuellement sur le forum. Et nous avons un certain nombre d'invités qui viennent de se connecter, à qui je dis bonjour, merci de participer, et qui permet aux candidats VIE d'avoir une insight, un peu une vision de ce que c'est qu'un VIE à l'IMED. Et donc, dans ce cadre-là, on a plusieurs tables rondes, on a plusieurs intervenants d'experts pour nos VIE. Alors, rapidement, un petit mot sur l'IMED pour les candidats qui nous rejoignent, afin qu'ils aient un peu plus d'informations sur, sur l'IMED. Voilà, vous devriez normalement voir mon écran apparaître. Voilà. Alors, rapidement, l'IMED est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par des entrepreneurs qui avaient besoin de relais commerciaux à l'étranger. Et donc, l'IMED a été précurseur dans ce cadre-là et a inventé donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le VIE à temps partagé, qui permet à des jeunes en VIE de représenter 2 à 3 PME françaises à l'international, principalement sur des missions de développement d'affaires, sur le terrain. Donc, c'est de la prospection, c'est du réseautage, c'est de la visite sur des salons, c'est de l'animation de réseaux de vente. C'est une palette assez large de missions qui est proposée aujourd'hui aux jeunes sur ce type de projet de VIE. C'est un VIE qui est à destination des PME, sont donc les principales entreprises qui aujourd'hui ont besoin de relais commerciaux à l'étranger à temps partagé, parce que le marché ne justifie pas encore une présence à temps plein. Et donc, pour initier un certain nombre de démarches, le VIE à temps partagé est une bonne première étape avant d'embaucher à temps plein ou d'ouvrir une filiale. Il faut savoir qu'à la sortie de ce type de VIE, on a un taux d'embauche de plus de 90% parmi les entreprises avec lesquelles le VIE aura travaillé et collaboré pendant toutes les années, les mois de VIE. Et à la sortie du VIE, on est sur des postes qui vont être soit le directeur de la filiale, qui aura été ouverte par le VIE, c'est régulièrement le cas, soit le VIE aboutit à un poste de responsable export, parce qu'au bout de 2 ans, une fois que ça fait 2 ans qu'on est sur le terrain et qu'on a prospecté, et qu'on a un réseau assez conséquent, on peut élargir la zone export et donc intégrer les équipes de l'entreprise sur ce métier-là, ou alors sur une zone en particulier, ce qui donne un responsable de zone. Voilà. Et là, donc, comme je le disais, ce webinaire qui a lieu en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur, et je laisserai Alexandre Cuvelier dire 2 mots pour vous expliquer ce que sont les conseillers du commerce extérieur, est un cycle qui s'intègre dans le projet de VIE temps partagé. Avant de partir dans le pays, il y a un certain nombre de formations qui sont réalisées aux prétendants VIE temps partagé. Voilà. Un dernier point au niveau de la visioconférence, vous avez un petit chat à côté. Donc moi, je récolterai les messages tout au long de la visio que je partagerai ensuite avec les intervenants. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alexandre pour présenter les CCE, et puis après, je laisserai la parole à Philippe de Guyon, Philippe Klein et Renaud Dubreuil pour se présenter et parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir éthique et intelligence économique. Merci à tous, bon webinaire. Alexandre, je te laisse la main. Merci Loïc. Bonjour à tous. Merci d'abord à l'IMED, à Loïc et à Katharina pour l'organisation et nous avoir proposé de participer et d'animer cette séance. Je vais vous présenter rapidement
qui nous sommes, et puis ensuite, vous allez avoir le plaisir. Vous voyez correctement? C'est bon? Oui, c'est bon, Alexandre. Ok, parfait. Donc rapidement, c'est une présentation qui est un peu plus axée sur la partie formation. Les conseillers du commerce extérieur, c'est quoi? C'est une organisation qui est assez ancienne, qui a été créée en 1898. On est aujourd'hui à peu près 4500 chefs d'entreprise et spécialistes de l'international au service du développement de la France. On est nommé pour 3 années par décret du Premier ministre sur proposition du ministère du Commerce extérieur et de l'attractivité. Avant, c'était le ministère des Affaires étrangères et ça a évolué il y a quelques temps. Notre organisation est assez remarquable en ce sens qu'elle est à 2/3 avec des CCE, donc conseillers du commerce extérieur, qui sont présents en fait à l'étranger, et à peu près 1/3 en France. Voilà ce qu'on peut dire sur les conseillers du commerce extérieur de la France. On a 4 missions principales. La première, c'est conseiller les pouvoirs publics. Donc, on rédige régulièrement des notes de synthèse, des recommandations qu'on adresse, alors, soit en France au gouvernement ou aux émanations des instances gouvernementales, soit à l'étranger auprès des différentes ambassades. On accompagne et on soutient les entreprises à l'international. Donc ça se fait, on ne le fait pas tout seul, on le fait dans le cadre de ce qu'on appelle la TFE, la Team France Export, qui est une organisation qui est assez bien rodée et pilotée en grande partie par Business France, dont Loïc vous a parlé tout à l'heure. On est là également pour promouvoir l'attractivité de la France. Comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que si on a une entreprise chinoise qui a envie de s'installer en Europe, eh bien on va s'arranger pour qu'elle vienne s'installer chez nous plutôt qu'en Pologne. Donc ça, c'est une de nos missions. Et peut-être pour vous, futur VIE ou en cours de formation, c'est intéressant que vous sachiez qu'on publie annuellement ce qu'on appelle l'IAT, c'est l'indice d'attractivité du territoire. Qui est une publication qui est assez connue et assez utilisée, qui donne une vraie note de conjoncture assez précise sur l'attractivité de la France à l'instant T. La dernière a été faite il y a à peu près 1 an. Et puis notre mission, celle qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est former les jeunes à l'international, parce que tout le mal qu'on vous souhaite, entre guillemets, c'est de vous retrouver à notre place dans quelques années pour faire partager vos expériences et dire que vous avez eu beaucoup de plaisir à travailler à l'international. Donc voilà les 4 grandes missions que nous avons en tant que CCE. En ce qui concerne la formation au niveau France, on a un rôle qui est assez actif puisqu'on a 24 comités qui sont actifs et qui dispensent des actions de formation. Alors, quand on parle de formation, peut-être qu'il faudrait clarifier un peu. On n'est pas des professeurs, donc on n'est pas forcément les rois de la pédagogie. On est plus là pour partager avec vous et avec les étudiants ou les chefs d'entreprise, ça dépend, des expériences, du vécu, faire ce qu'on appelle des retours d'expérience pour essayer d'animer des bonnes ou de mettre en place des bonnes pratiques. Mais on n'est pas là pour dispenser un cours avec toute la pédagogie nécessaire. On est un peu plus de 450 conseillers en France qui sont impliqués dans la formation. C'est beaucoup puisque vous avez vu qu'on est à peu près 1600 sur l'ensemble du territoire. En 2019, les chiffres 2020 ne sont pas encore tout à fait à jour. Crise sanitaire oblige. On a formé un peu plus de 14 000 étudiants. Alors, pour nous, ça va de Bac plus 2, donc en général, 2e année BTS Commerce International, jusqu'à Bac plus 5, ou après, des futurs, alors avec vous, avec les VIE, donc des futurs professionnels, et également des associations de chefs d'entreprise qui commencent à s'ouvrir à l'international. Voilà. On a des collaborations, c'est-à-dire qu'en fait, on signe des conventions avec les établissements dans lesquels on intervient. On en a à peu près 320. Donc, on a un peu plus de 320 établissements en France
dans lesquelles nous intervenons, et on a fait à peu près 1300 interventions. Donc au total, 6600 heures de formation qui ont été dispensées par les CCE en France en 2019. Je passe assez rapidement, parce que c'est quand même pas l'essentiel de l'exposé d'aujourd'hui. Une particularité, quelque chose qui est intéressant et qui est apprécié par les jeunes, c'est ce qu'on appelle la certification CCE, moyennant l'assiduité à certaines interventions de notre part, principalement, mais pas uniquement, sous forme de table ronde, ce qui va être le cas, vous allez voir tout à l'heure. Les étudiants ont la possibilité de passer un examen, et à l'issue, si leurs notes le permettent, eh bien, ils se voient délivrer un certificat qui est le certificat des conseillers du commerce extérieur de la France. De ce qu'on nous dit, et je pense que c'est assez vrai, c'est un plus sur le CV d'un jeune qui commence à travailler, parce que l'une des difficultés quand on commence à travailler, c'est qu'effectivement on ne peut pas justifier d'expérience. Donc quand on peut justifier d'avoir été adoubé ou parrainé par des spécialistes de l'international, c'est toujours un plus. Je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous inscrire sur le lien qui est indiqué là. La revue Entreprendre en international, c'est notre revue, c'est notre publication. Il y a 6 numéros par an, et dont un qui est un spécial perspective. Et vous avez, vous, la possibilité de vous inscrire gratuitement sur le lien que j'ai indiqué, que vous aurez, j'imagine, après le webinaire. Faites-le, c'est une revue qui est plutôt bien faite, qui est très pratique. Donc, beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de retours d'expérience et peu de choses assez inutiles. Voilà, c'est très, très pratique et c'est plutôt pas mal comme lecture. Sinon, même si vous avez déjà, vous, en tant que VIE, choisi les filières ou une des filières dans lesquelles vous avez envie de travailler, on est également rédacteur d'un guide qui s'appelle le guide des métiers de l'international. Pareil, il est accessible en ligne et gratuitement. Vous avez le lien qui vous est indiqué en bas de la page. Voilà. C'est pareil, c'est assez bien fait, c'est rangé par thème, par secteur. Ça donne pas mal d'informations et ça peut ouvrir des idées pour vous qui allez commencer à tracer votre chemin. Et puis, nous organisons également une fois par an ce qu'on appelle le Grand Prix de l'international. On fait ça depuis 2013, on ne l'a pas fait chaque année. L'idée, c'est quoi? C'est que les jeunes étudiants construisent un programme, un projet qu'ils nous soumettent. Nous, on fait la sélection et ensuite, il y a un jury qui va délibérer pour savoir si effectivement vous êtes primé. C'est plutôt bien vu, c'est un excellent tremplin pour les jeunes qui commencent à travailler, puisque la remise des trophées se fait le jour de notre assemblée générale. Et en général, il y a la presse économique spécialisée à l'international qui est présente. Donc, en général, votre nom, il a une vraie chambre d'écho dans ce genre de manifestation. Et on publie également une lettre d'information trimestrielle que vous avez la possibilité d'alimenter. Et je crois que Katharina l'a fait donc, pour l'IMED récemment, avec des petits communiqués de presse, des petites infos que vous avez envie de partager. Donc, on les collecte, on les met en place et puis on les partage avec l'ensemble de la communauté. Sinon, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le comité Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, puisque maintenant, c'est le nouveau nom de notre comité régional. Nous sommes passés de comités territoriaux à des comités régionaux. Nous, on intervient donc en formation Bac+2, Bac+5. On a à peu près 34 intervenants. Vous allez faire connaissance avec 3 aujourd'hui, juste après mon intervention. On a une quinzaine de conventions qui sont signées avec des établissements, donc qui sont des lycées pour des BTS commerce international jusqu'à des master 2, notamment je pense à Cage, l'IAE, je voudrais oublier personne, évidemment Aix-Marseille Université. On fait à peu près une 50aine d'interventions par an
Donc, ce sont des tables rondes, ce sont des jurys, ce sont des conférences. On a remis donc l'année dernière 202 certificats, les fameux certificats dont je vous ai parlé, et on a touché à peu près 500 étudiants au travers de nos actions. Donc, on est un des comités qui est particulièrement dynamique en France en matière d'action de formation. Quelques exemples d'interventions qui sont sur lesquelles on peut intervenir ça peut être des interventions de type géographique. Donc, je vous ai mis deux exemples. Ou regard croisé, on a une table ronde là qui est en préparation, qui va être Chine, Inde, regard croisé. Donc, comment on vit, comment on travaille, comment on crée des liens et on développe des affaires en Chine et en Inde, et quels sont les principaux points de convergence ou de divergence. On a des interventions qui sont thématiques. Celle que vous allez avoir tout à l'heure est une intervention plutôt thématique, soit générale, réglementation internationale, soit éthique et intelligence économique que vous allez avoir, ou économie numérique, expatriation, négociation internationale. Toujours des thèmes évidemment en rapport avec l'international, ou alors des interventions qui sont des interventions sectorielles, forcément toujours en lien avec l'international, mais je vous ai mis deux exemples, ça peut être l'automobile, ça peut être l'aéronautique ou un autre secteur d'activité. Et puis récemment, parce qu'on a, comme tout le monde, connu la crise sanitaire, et on s'est retrouvé dans une situation compliquée, notamment vis-à-vis des interventions qu'on voulait faire, on a créé un panel distanciel, c'est-à-dire qu'à notre force vive de CCE, en France, on a rajouté 250 CCE, qui sont répartis un peu partout dans le monde, qui sont aujourd'hui prêts à intervenir en distanciel pour nous. Donc on a déjà commencé à faire quelques interventions où en fait on va intervenir vis-à-vis de certains étudiants, et puis si on parle de Chine, eh ben, on va demander à un CCE Chine d'être présent pour que lui nous confirme ou qu'il nous dise comment ça se passe pratiquement dans son pays. Voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé d'être assez rapide pour laisser la parole à Philippe, aux deux Philippe Klein de Guyon et à Renaud, que je remercie pour l'organisation. J'arrête le partage, Philippe, et je te passe la main. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Je vais d'abord tenter de mettre mon document. Voilà. Est-ce que vous le voyez apparaître? Je n'ai pas retenu. Est-ce que le document est partagé? Oui, il est bien partagé. Il est bien partagé, super, merci. Tu peux peut-être le mettre en pleine page, si tu veux bien. Il faut juste que je voilà. C'est parti. Voilà, est-ce que c'est bon là? Il n'est pas en plein écran. On a encore le... Ouais, alors moi je l'ai en plein écran, je ne sais pas, ça fait partie des plaisanteries qui arrivent régulièrement, malheureusement. Je sais d'ailleurs plus, j'ai d'ailleurs plus la main sur le document. Affichage précédent, arrêter le diaporama. Donc là je viens de couper le diaporama, je vais essayer de le remettre. Pour vous ça ne change pas, c'est ça? Oui, ça reste sur cet affichage-là. Et là, je suis en diaporama sur mon écran et il a pas l'air de devoir le prendre. Bon, ben, je suis désolé. Non, ben, en zoomant peut-être sur l'écran classique, ouais. Voilà, là, on peut tenter en bas, en mettant à 100%, je pense que ça devrait être bien. Où est-ce qu'on fait ça du coup? Tout en bas, à droite. Et c'est ça, à droite. Voilà. C'est bon, ouais, 120, ça va déborder. Voilà, là je suis en 100%. Ça donne quoi, vu de chez vous? C'est bon, on peut avancer comme ça, je pense. Bon, alors on va revenir, s'il veut bien fonctionner, on va revenir au début. Voilà. Bien, eh ben, désolé pour ces petits ajustements. Donc, on va peut-être commencer par se présenter. Alors, dans l'ordre des slides qui ont été préparés, Renaud, c'est toi qui démarre. Donc, bonjour à tous. Donc, Renaud Dubreuil. Moi, je suis Business Development Manager chez Alteo et pas Altea. Nous sommes basés à Gardanne, nous sommes fabricants d'alumine de spécialité.
Donc moi, j'ai la responsabilité au niveau global de tout ce qui sont 2 lignes de produits, y compris donc du management des usines que l'on a en Chine et à Taïwan et en Inde, plus celle de France, enfin du moins pour mes lignes. Donc en 2 mots, nous sommes présents, nous, oui, on a 5 usines à l'étranger, on est présents dans plus de 13 pays dans le monde, sans compter les dépôts. En quelques mots, en termes d'expérience, surtout une expérience sur les pays russophones, étant russophone, donc avec parce qu'il y a une expérience sur tout ce qui est Kazakhstan, Russie, et principalement l'Ouzbékistan. Je connais le Bélarus, j'y suis allé, mais Kazakhstan, j'y suis allé pendant pratiquement 11 ans. Et deuxième secteur, c'est le secteur algérien. Alors pourquoi tous ces pays? Surtout des pays à forte dominance oil and gas et miniers, qui sont mes spécialités, puisque moi je suis un ingénieur matériaux de formation spécialisé dans la transformation des minéraux, donc c'est assez mine au demeurant. Voilà, donc CCE depuis 2008, donc je suis à la fois vice-président on a fait un club d'affaires à Marseille sur qu'on appelle CAP Russie CEI, CAP c'est Club d'affaires Provence Russie CEI, et administrateur du club d'exportateurs de Procamex, qui est le club d'exportateurs des CCI d'Arles et du Vaucluse, dont j'étais président quelques années. Voilà en quelques mots, et donc je vais vous parler plus de l'intelligence économique, qui est un sujet que je connais bien, puisque pour les CCE régionaux, je suis le coordinateur de l'intelligence économique pour notre bureau régional. Voilà, en quelques mots. Philippe, je te passe la main. Merci Renaud. Donc rebonjour à tout le monde. Donc Philippe Klein, moi je suis un homme de l'automobile. J'ai fait une assez longue carrière, on va dire opérationnelle, chez Renault et chez Nissan. Je suis aussi ingénieur de formation. J'ai commencé quand j'étais jeune par développer les moteurs, puis j'ai développé les voitures, et puis j'ai eu la chance de faire pas mal d'autres choses au sein de ces entreprises. Et notamment, j'ai eu la chance de participer dès le début à l'alliance entre Renault et Nissan et de faire partie de la première équipe qui est partie de chez Renault en 1999 pour rejoindre Nissan et bâtir cette alliance. À partir de ce moment-là, j'ai passé un peu plus de la moitié de mon temps au Japon. J'ai fait des allers-retours sur différents postes entre Renault et Nissan. Et j'ai fini mes 10 dernières années dans ces entreprises à la tête de ce qu'on appelle le product planning, le chief planning officer. C'est-à-dire en fait, mes équipes avaient en charge de préparer le plan produit et de piloter au sens du business le développement et le business des lignes de produits que nous investissions. Et à ce titre, j'ai eu la chance de piloter des équipes dans le monde entier, même si j'étais basé alternativement chez Renault à Boulogne-Billancourt, près de Paris, ou chez Nissan à Yokohama, près de Tokyo. J'ai quitté ces entreprises il y a 18 mois, je me suis mis à mon compte et guess what, je fais du conseil en automobile, plus quelques autres activités, mais enfin je suis quand même resté dans le milieu. Voilà, donc moi, mon expérience internationale, elle est d'abord, je n'ai travaillé vraiment que au Japon en plus de la France, alors 13 ans au total quand même, mais j'ai eu la chance d'avoir des équipes dans le monde entier et je vais vous parler moi, plus particulièrement d'éthique cet après-midi. Voilà, Philippe, je te passe la parole. Est-ce qu'on m'entend? Là, ça y est, maintenant j'ai le micro, on m'entend? Oui, c'est bon. D'accord. Avec moi, ça ne sera pas si facile parce que je vais parler d'intelligence économique. Mais avant, j'aurais quelques questions. Je voudrais savoir, en gros, combien il y a de personnes dans la salle, parce que ça, je ne le sais pas. Et ensuite, si parmi ces personnes qui sont là, si elles sont intéressées par des pays en particulier, s'ils savent déjà où ils vont aller, ça pourra peut-être aiguiller après nos présentations derrière. Savoir s'il faut qu'on axe nos présentations sur des pays en particulier. Voilà. Et dernière question pour simplement pour savoir, je voudrais savoir combien il y en a qui ont eu la curiosité avant notre intervention d'aller voir qui en était un peu. Ce qui me semble un bon exercice d'intelligence économique.
d'avoir ces bons réflexes. Alors, je vois Amérique latine, Corée du Sud, Orient, Asie, etc. D'accord. Donc ça, c'est plutôt des points d'intérêt. Si je comprends bien, les participants ne savent pas encore forcément très bien dans quel pays ils vont aller. alors on a deux publics aujourd'hui. On a des VIE qui ont déjà été recrutés par l'IMED et qui savent déjà dans quelle destination. Donc on a Cher pour le Sénégal, Karim pour Dubaï, Clara pour l'Italie, Edouard pour le Mexique. Ensuite, nous avons donc d'autres personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui sont candidats à un VIE sur différentes destinations. Et donc, j'invite chacune de ces personnes à spécifier les destinations dans le chat. Oui, je vois, ça arrive. Voilà, pour répondre à ta question. Après, savoir si il y a eu un travail d'intelligence économique en amont pour connaître les CCE. Pareil, je laisse la main aux personnes sur le chat pour peut-être répondre à cette question. Oui, ok, ils m'y répondront par chat. À part ça, bon, je vais quand même donner la réponse à ce moment-là. Moi, j'ai eu une première partie de carrière, j'étais dans la Marine nationale, officier de marine. L'avantage, c'est qu'à 25 ans, j'avais à peu près fait 2 fois le tour du monde. Après cette première, grosso modo, 20 années dans la Marine nationale, ensuite je suis parti comme le directeur dans de grands groupes, l'appareil avec toujours une emprise internationale, et je suis passé progressivement de la direction de projets informatiques, et qui dit gros projet informatique dit forcément international, à des directions commerciales internationales. Voilà, depuis 10 ans, je suis consultant indépendant. Je fais 2 choses. Grosso modo, j'aide des PME, ETI à se développer en international. Et ça, c'est plutôt d'un point de vue commercial et un peu industriel. Et j'aide également des sociétés plus grosses à l'international à plutôt organiser leur schéma industriel, si je puis dire. Et là, on est plus dans le volet industriel que le volet commercial. À part ça, je suis CCE depuis 15 ans, je crois, si je me rappelle bien. J'ai eu une expérience essentiellement sur effectivement le Moyen-Orient, l'Asie et les deux, enfin Amérique du Nord, du Sud et centrale d'ailleurs, j'allais dire les 2 Amériques, mais bon, Amérique du Nord, du Sud et centrale, qui sont plutôt mes champs d'expérience. Je vais intervenir sur l'intelligence économique et sur un aspect bien particulier également de l'intelligence économique, qui est la protection des savoir-faire de l'entreprise. Merci Philippe. Je suppose que je reprends la main. Mais tu ne l'as jamais perdu, mon cher ami. Je ne l'ai jamais perdu, mais je vais reprendre la parole surtout. Donc, peut-être un point d'ordre. Alors, on avait plutôt rêvé que ce soit en présentiel et essayer de faire les choses un peu interactives. Donc, je comprends que l'interactivité va être difficile si les étudiants ne peuvent pas intervenir autrement que par le chat. Alors, n'hésitez quand même pas de faire passer des messages par le chat. Par contre, pour celui qui partage sa présentation, on n'a pas accès au chat. Donc, il faudrait que quelqu'un les regarde et interrompe celui qui parle pour pouvoir rendre des choses un petit peu interactives. Sinon, on ne va pas y arriver du tout. En tout cas, moi, je n'ai pas accès au chat. Là. On s'en occupe, on s'en occupera, Philippe. Très bien. Bon, donc je vais démarrer sur l'éthique. Alors, l'éthique, c'est un sujet qui peut paraître un peu nébuleux, voire un peu aride. Donc, on va essayer à la fois de le cadrer, mais aussi de donner des exemples, dont certains sont des exemples vécus personnellement. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est d'abord c'est une notion large. On est pratiquement dans la philosophie ou la morale des affaires. On pourrait le décrire tout simplement à comment agir au mieux ou comment faire des affaires bien dans un cadre d'une certaine morale.
L'inconvénient de cette définition, c'est qu'elle est extrêmement évolutive. Elle est évolutive dans la géographie, dans les cultures. Vous n'avez pas la même notion d'éthique en Asie, en France, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Elle est aussi évolutive dans le temps. Il y a des choses qui se faisaient quand j'étais jeune ingénieur et qui sont absolument plus pensables aujourd'hui. Donc ce sont des choses qui sont finalement très évolutives, mais on ne peut pas négliger. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est anglo-saxonne, qui est en anglais: If you think that compliance is expensive, try non-compliance. Et on vous donnera des exemples, tout à l'heure qui montrent que le fait de ne pas agir en fonction d'une éthique, je dirais, raisonnable à l'endroit où on opère peut conduire à certaines catastrophes économiques pour les entreprises ou pour les individus. Et je vous donnerai encore une fois pas mal d'exemples. Il y a, alors là aussi, on va trouver beaucoup de choses qui viennent des États-Unis parce que les Américains aiment bien réglementer le monde des affaires, ou en tout cas donner des références. Il y a deux acronymes là, KYB, KYC, Know Your Business and Know Your Customer, et c'est un peu des règles de base, très anglo-saxonnes, mais je pense qui s'appliquent à tout le monde quand on fait du business, et l'éthique fait partie de ce domaine. Alors, si je vais un petit peu plus loin et finalement essaye de creuser un petit peu, déjà il y a une première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas unicité entre éthique et règles juridiques. Il y a même d'une certaine façon, d'une manière générale, le champ de l'éthique est plus large que les règles juridiques. Les règles juridiques courent un peu après l'éthique, elles évoluent au fil du temps en fonction de ce que finalement on considère petit à petit comme étant des choses qu'il ne faudrait plus faire ou il faudrait faire autrement. Mais il y a aussi des vraies différences. Un acte peut être parfaitement illégal au sens de la loi, mais non conforme à l'éthique. Pour prendre un exemple caricatural, vous pouvez très bien acheter un objet qui est fabriqué par un enfant ou fabriqué par un esclave. Dans le pays où vous l'achetez, il est vendu, vous l'achetez, il ne vous arrivera absolument rien. Sauf que si vous le savez, vous voyez bien qu'on peut se dire, ben, c'est peut-être pas très bien, c'est pas conforme à une certaine éthique, et on en parle beaucoup aujourd'hui, le travail des enfants, le travail forcé des Ouïghours en Chine, ça fait partie des choses dont on parle, mais qui quelque part ne sont pas forcément, ne vous empêchent pas d'acheter l'objet qui aurait été fabriqué dans des conditions comme ça. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des actes qui sont parfaitement illégaux, et dont on pourrait se dire, mais finalement, au plan de l'éthique ou au plan de la morale, c'est peut-être plutôt, ça peut être considéré comme plutôt bien. Un exemple typique, c'est vous aidez un migrant à entrer de façon irrégulière en France. Vous pouvez penser à titre moral que vous faites une action bien. Au plan légal, vous êtes en faute et vous pouvez vous retrouver dans une situation désagréable de ce point de vue-là. Donc, il n'y a vraiment pas recouvrement. D'une manière générale, l'éthique est plus large que le cadre strictement juridique. Alors, pour continuer à creuser, finalement, il y a au moins 3 mots-clés qu'il faut retenir quand on parle d'éthique. Et d'éthique, je dirais un peu quand on rentre dans les opérations, quand on rentre sur ce qu'on peut faire ou ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il y a 3 thèmes qui me paraissent bien cadrer les choses. La transparence. Alors la transparence, on en parle beaucoup. On voit bien dans le monde qui nous entoure que dès qu'il y a manque de transparence ou impression de manque de transparence, on génère assez vite de la suspicion, voire de la théorie du complot. On peut voir ça tous les matins sur le Covid, les vaccinations. Enfin, je pense qu'on a des exemples tous les jours. Le manque de transparence dans le monde dans lequel on est génère à tout le moins de la suspicion. Alors maintenant, quand on est dans l'entreprise, et on en reparlera plus tard dans l'après-midi, on peut pas être ou on ne veut pas être transparent sur tout.
il y a des choses que l'on veut garder de vers soi, que ce soit la propriété intellectuelle, ce sera un des thèmes de cet après-midi, que ce soit les secrets stratégiques, on ne veut pas rendre transparents les mouvements stratégiques que l'on prépare. Donc il y a un thème qui finalement n'est pas aussi simple que ça, et qui est parfois assez quotidien, c'est jusqu'où on peut jouer la transparence, qui est effectivement un des piliers de l'éthique. Le deuxième thème, c'est l'exemplarité, et là je dirais c'est quand même assez simple, et c'est une valeur assez basique sur le plan du management qu'on oublie parfois, et qui se retrouve au cœur de l'éthique. C'est finalement, il est quand même difficile de demander à quelqu'un de ne pas faire ou de faire ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. C'est une règle de base, mais si vous voulez que vos partenaires agissent d'une certaine façon, et il faut bien se mettre en tête qu'il vaut mieux soi-même s'appliquer les mêmes règles que l'on voudrait voir appliquées par nos partenaires. Ça paraît basique de le dire, croyez-moi, dans la vie de tous les jours du business, c'est pas aussi simple que ça. Et la réciprocité, ben, c'est un peu pareil. La réciprocité, c'est une règle d'or que l'on trouve dans la plupart des cultures, dans la plupart des religions. Les chrétiens disent « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Les bouddhistes disent « ne blesse pas les autres de manière que tu trouveras toi-même blessante ». Et donc vous allez trouver ça un petit peu partout. C'est pareil, c'est un peu comme l'exemplarité. Il y a un peu du donnant-donnant, du give and take. Je me comporte d'une certaine façon et je peux être en droit d'attendre la réciproque. Si moi-même je ne me comporte pas de la façon dont j'attends à être traité, ben, il faut s'attendre effectivement à avoir des décalages. Voilà, alors là on est quand même beaucoup dans la philosophie. Bon, maintenant on va essayer de rentrer dans des choses qui sont plus pratiques, juridiques et non juridiques. Et vous allez voir que le juridique finalement, il est assez faible parce que il gouverne essentiellement la partie corruption de l'éthique dans le monde du business. Évidemment, l'éthique est beaucoup plus large que la corruption, mais au plan juridique, en revanche, c'est plutôt la corruption qui a donné lieu à des textes ou à des références. Alors, je vais commencer par ce qui est plutôt une référence, c'est une norme ISO. Alors vous savez sans doute ou pas, mais ISO est un organisme qui donne beaucoup de références dans un tas de domaines du business et en particulier de la fabrication. Ils ont produit une référence, une norme ISO 37001 sur les systèmes de management anticorruption. Alors là, on est typiquement dans ce que fait ISO. ISO, c'est beaucoup une checklist. C'est-à-dire que ISO vous dit, pour être du bon côté, il faut que vous ayez une politique anticorruption. Elle ne dit pas ce que cette politique doit être. Elle vous dit, il faut que dans votre entreprise, vous en ayez une. Il faut que vous ayez une définition claire du management, des engagements, des responsabilités. Il faut que vous ayez un processus d'évaluation des risques. Encore une fois, ça consiste à dire, mettez ça en place, ça ne dit pas comment il faut le faire. Et ça ne garantit pas, c'est pas en plus parce que si vous l'avez mis en place, ça ne vous garantit pas que c'est bien fait, et ça ne vous garantit pas que vous en tirerez toutes les conséquences. Ce que ça vous dit simplement, c'est que si vous ne l'avez pas en place, vous êtes dans une situation où vous ne donnez pas toutes les chances de contrôler les pratiques possibles de corruption dans votre entreprise. Voilà l'esprit de la norme ISO. Les due diligence des projets et des partenaires d'affaires, vous allez être à l'étranger, vous allez sans doute participer à des relations entre entreprises. Les due diligence des projets et des partenaires d'affaires, c'est au cœur de tout ça. Avec qui je parle, de quoi parle-t-on, quelle est exactement la nature du projet, comment il est financé, d'où vient l'argent. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont un peu à la base du business d'une manière générale, mais aussi des endroits où la corruption peut se nicher. Alors voilà, une première référence.
ISO, vous ne serez jamais condamné pour ne pas avoir suivi une norme ISO. C'est une référence qui aide les entreprises à se structurer. En revanche, maintenant, on va aller vers le dur, et le dur, c'est le cadre juridique. Alors, le cadre juridique, il est historiquement, il a été préempté par les Américains. Alors, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, le FCPA qui date de 1977, donc Foreign Corrupt Practices Act, qui, quelque part, réglemente l'anticorruption dans le plan des pratiques du business mondial. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a deux notions qui me paraissent fondamentales sur ce FCPA et qui touchent finalement pas uniquement les entreprises ou américaines ou qui opèrent aux États-Unis, mais en fait toutes les entreprises qui utilisent des ressources américaines à un moment ou à un autre. Et c'est la notion d'extraterritorialité, c'est-à-dire que vous utilisez une ressource américaine, exemple tout bête, votre contrat il est libellé en dollars et les échanges se font en dollars, vous utilisez une ressource américaine. Vous utilisez un serveur de messagerie qui est basé aux États-Unis, un Gmail quelconque, vous utilisez une ressource américaine. Donc l'extraterritorialité permet au monde américain d'activer cette loi américaine et d'aller rechercher les entreprises et éventuellement condamner les entreprises, je vous montrerai les exemples tout à l'heure, sur des opérations de business qui, en fait, ne touchaient pas directement les États-Unis. Il y a une autre notion qu'il faut avoir bien en tête, ça s'appelle affirmative defense. L'affirmative defense, c'est très simple, c'est à vous de prouver que vous êtes innocent. C'est typiquement l'inverse de tous les systèmes juridiques français, où vous êtes présumé innocent avant d'être prouvé coupable. Là, c'est l'inverse. À partir du moment où il y a une action contre vous sous l'égide du FCPA, c'est à vous de démontrer qu'il n'y a pas lieu et que vous n'êtes pas en situation de corruption. Alors, ça a été mis en place en 1977, c'est ancien, ça a pris, c'est monté en puissance fin des années 90, et c'est maintenant, je vous montrerai sur le slide suivant quelques chiffres, c'est maintenant un système qui est extrêmement présent dans le monde des affaires et qui a généré de nombreuses condamnations ou de nombreuses, en tout cas, de nombreuses mises en cause, et comme souvent avec les Américains, on finit par faire un deal pour éviter une condamnation. Alors, les Anglais ont mis en place quelque chose qui ressemble beaucoup en 2011, qui s'appelle UKBA, United Kingdom Bribery Act, où on retrouve le même principe d'extraterritorialité et qui, en plus, par rapport à la règle, à la loi américaine, impose aux entreprises de mettre en place des mesures préventives. En France, c'est arrivé encore plus récemment, donc c'est la loi Sapin 2, qui date de 2016, et qui, là aussi, on est un peu sur les mêmes principes. Il y a une dimension politique à la loi Sapin 2, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et là aussi, il y a une obligation de mettre en place des mesures de détection et de prévention contre la corruption pour toutes les entreprises qui ont un nombre de salariés supérieur à 500 et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Alors, pour vous donner tout de suite quelques exemples de ce à quoi peut conduire ce FCPA américain, vous avez là, simplement à droite, regardez les chiffres, c'est les amendes qui ont été payées, qui ont été prononcées par le Department of Justice américain en millions de dollars à un certain nombre d'entreprises, et vous voyez les dates, 2017, Telia, une entreprise suédoise, 965 millions de dollars. Siemens, 2008, une entreprise allemande, 800 millions de dollars, etc. etc. Donc ce sont des très gros chiffres
Je vous expliquerai plus en détail un cas juste après pour vous expliquer un peu de quoi il est question vraiment. Pour être plus concret, voilà, on va prendre le slide suivant. Donc, c'est l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Ericsson, qui est un groupe suédois, qui finalement qui s'est fait prendre sur ce sujet. Alors, le sujet, c'est ils ont été accusés dans leur relation business entre 2000 et 2016, donc sur une période de 16 ans, d'avoir mis en place un système de caisse noire dans lequel qu'ils utilisaient pour décrocher des contrats dans différents pays grâce à des pots de vin. Alors, la réalité derrière, c'est que Ericsson faisait appel à des tiers pour verser des pots de vin aux représentants de certains nombres de gouvernements. On voit ici la Chine, le Vietnam, Djibouti, pour à la fois obtenir des affaires, mais aussi les sécuriser et les maintenir. Et tout ça s'est fait avec des consultants qui étaient engagés pour gérer ces caisses noires, transférer l'argent en dehors d'Ericsson. Alors, vous voyez là que c'est une entreprise suédoise et on parle de pays qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Alors, évidemment, comme on parle de dollars, la justice américaine s'en est emparée. Et leur justification, c'est de dire que finalement, quand vous faites ça, vous portez préjudice à une entreprise américaine qui n'a pas eu le marché parce que vous avez utilisé des pots de vin pour l'obtenir. Donc, vous avez obtenu le marché contre des entreprises éventuellement américaines, d'ailleurs en utilisant des ressources américaines et en utilisant de la corruption et des pots de vin. Et c'est à ce titre-là que nous, Américains, on vient vous condamner et vous êtes justiciable d'un certain nombre d'amendes. Et vous voyez qu'au bout du bout, le groupe, finalement, il y a eu un accord de trouver, comme souvent, pour qu'il paye 520 millions de dollars au département de la justice, plus 540 millions de dollars à la SEC, qui est l'autorité boursière américaine, là aussi, au titre que finalement, le cours de l'action d'Ericsson a été trompé ou travesti par le fait qu'ils avaient des actions illégales pour obtenir des marchés. Voilà le genre de choses qui se passent dans le business. Ce sont des sujets lourds contre lesquels, évidemment, il faut se prémunir. Encore une fois, c'est le côté corruption de l'éthique. Ce n'est pas l'ensemble de l'éthique, c'est un sujet, et c'est le sujet qui est de l'éthique qui est le mieux réglementé. C'est le sujet sur lequel les entreprises dans lesquelles vous allez travailler peuvent très facilement se retrouver en situation difficile. Alors, je reviens quelques minutes sur la loi Sapin 2, qui finalement, la France est arrivée sur ce sujet très tardivement, vous voyez, 2016, je vous rappelle, les Américains, 1977. On y a pris du temps et finalement, on y est arrivé beaucoup pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement les Américains qui régimentent ce sujet-là et d'une certaine façon pour donner un cadre juridique aux entreprises françaises et en France. D'un autre côté, c'est arrivé aussi autour d'un certain nombre de scandales plus politiques. Je y reviendrai tout à l'heure. Par exemple, ce qui a tourné autour du travail des familles des députés à l'Assemblée nationale, ce qui a empoisonné la vie politique de Fillon, par exemple. Tout ça est arrivé dans ce cadre-là. Alors, il y a eu, je ne reviens pas sur les principes parce que finalement, ils sont assez voisins de ce que j'ai déjà décrit. Simplement, ayez en tête qu'au même moment, on a mis en place une agence française anticorruption, vous avez ici les coordonnées, et qui est un service qui finalement est placé dans le cadre du ministère de la Justice et du ministère du Budget, donc il y a un double rattachement. Et cette agence, elle est censée à la fois aider les entreprises à lutter contre la corruption, à mettre en place la loi Sapin 2 et à agir en aide dans ce système. Vous pouvez à tout moment requérir à l'Agence française anticorruption
pour vous aider à avancer sur ces sujets. Alors, je voudrais maintenant réélargir le débat, parce que finalement, on vient de parler beaucoup de corruption, parce qu'encore une fois, c'est finalement ce qui est vraiment réglementé. Mais je vais vous donner ici un exemple d'une initiative que j'aime beaucoup, qui est dans le cadre des Nations Unies, ça s'appelle le Global Compact, qui est un programme éthique. Et là, on retrouve un champ couvert qui est bien au-delà de la corruption. Vous voyez que la corruption, c'est Philippe, est-ce que... Oui, juste, je t'interromps 2 petites minutes. On a une question sur le chat, justement, oui. De Yann, qui prend l'exemple de la voiture électrique. Et donc, peut-être, ça pourra illustrer ton propos, qui cherche à... Alors, si je synthétise bien... la voiture électrique, donc du coup, qui est beaucoup à la mode en ce moment et qui est néanmoins un mode de propulsion critiqué au niveau environnemental et social par rapport à la pollution, par rapport aux métaux rares qui sont utilisés, aux problématiques de recyclage. Comment, dans le cas d'un véhicule électrique qui est poussé dans les entreprises, on peut, d'un point de vue éthique, accepter les externalités négatives qui en découlent, et comment, à notre niveau, on pourrait se positionner en tant que cadre d'entreprise. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui, en fait, est beaucoup plus large que le véhicule électrique. Ce qui vient sur le véhicule électrique est souvent poussé par des gens qui aimeraient bien que ça n'avance pas trop vite sur le véhicule électrique parce que ça leur pose problème par ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive... Alors, il y a plein de sujets derrière cette question. Il y a un premier sujet qui est ce qu'on va trouver sur le slide que j'ai mis à l'écran, les normes internationales du travail. Bon. Dans le cadre des voitures électriques, on dit il y a un certain nombre de matériaux, des terres rares, des matériaux comme ça, qui sont extraits dans des mines, dans des conditions épouvantables, éventuellement en faisant travailler des enfants. Alors, d'abord, ça c'est sans doute vrai, et c'est même vrai. C'est pas spécifique aux véhicules électriques. Il y a un gros sujet qui concerne les supply chains de beaucoup de biens que l'on fabrique et que l'on achète. C'est finalement, pour une grande entreprise, comment on peut s'assurer qu'au bout du bout, le matériau qui est utilisé, qui va rentrer dans la fabrication d'un composant qui lui-même est fabriqué, développé et fabriqué par un sous-traitant, en général pas le sous-traitant de rang 1 auquel le constructeur va acheter sa pièce. Là, si on regarde bien, on parle, le constructeur, Renault, Nissan, il achète une batterie. Il achète au moins des électrodes et il monte sa batterie. Bon. L'électrode, elle est fabriquée, la cellule, elle est fabriquée par un fabricant, qui peut être un fabricant japonais, chinois, américain, il n'y en a plus, il va y en avoir des français peut-être. Ce fabricant, donc le deal, il est fait avec ce fabricant. Ce fabricant, lui, va acheter des sous-composants à un certain nombre de fournisseurs, qui eux-mêmes vont aller au bout du bout, racheter, et au bout de cette chaîne, parfois 4, 5, 6, 7, 8 niveaux, on trouve la mine où effectivement les matériaux sont extraits dans les mauvaises conditions. Ce n'est pas toujours très évident de mettre ça sous contrôle. C'est-à-dire que quand vous êtes chez Renault, votre organisation des achats, elle a souvent, en tout cas au début, elle a du mal à savoir, on fait un deal avec quelqu'un, elle a du mal à savoir lui-même vers qui il va faire le deal. Donc en fait, là, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable, et on l'est aujourd'hui pas toujours bien, de mettre sous contrôle complètement sa chaîne de fournisseurs en profondeur pour éviter d'aller effectivement approvisionner des matériaux qui sont extraits ou qui sont travaillés dans des très mauvaises conditions. On va voir un exemple tout à l'heure sur la confection, où une usine s'est effondrée en Inde et on a découvert qu'un certain nombre de grandes marques bien connues, finalement, qui elles-mêmes ne le savaient pas,
utiliser des tissus fabriqués dans cette usine dans des conditions assez épouvantables. Donc c'est un sujet qui est vraiment difficile. Vous avez dû voir passer, il n'y a pas longtemps, il y a des placards dans la presse sur des entreprises qui utilisent des pièces qui sont fabriquées en Chine par du travail forcé par les Ouïghours. Non, c'est pareil, c'est pas toujours très facile de faire. Donc ça, c'est un sujet extrêmement difficile et qui a trait à la profondeur de la supply chain. Et là, je dirais le véhicule électrique, on en parle beaucoup parce qu'il y a quelques exemples qui sont déplaisants. Il y a des exemples dans plein d'autres industries. Malheureusement, Nike s'est fait prendre par le travail des enfants il y a quelques années aussi. On cherche à l'éviter, mais la granulométrie est telle que ce n'est pas toujours très facile. Après, il y a un deuxième sujet. Il y a le sujet environnemental. Et là, d'abord, il n'y a pas de solution parfaite. Le véhicule électrique, il n'est pas parfait. Il apporte un certain nombre d'avantages et il a un certain nombre de difficultés. Mais on dit aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on écoute et ce qu'on lit. Quand on dit, par exemple, les batteries sont pas recyclables, à ma connaissance, les batteries sont parfaitement recyclables. On n'a que des matériaux qui se recyclent relativement bien. Et c'est d'ailleurs une chance parce que dans la stratégie à moyen terme, quand on commencera à avoir des batteries en fin de vie, dans une dizaine d'années, on compte bien sur ces batteries pour se fournir d'un certain nombre de matériaux plutôt que d'aller les rechercher à la mine. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les processus industriels, même si on sait le faire, ils ne sont simplement pas en place, et parce qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de batterie à recycler aujourd'hui. Donc en fait, c'est recyclable. C'est très fortement recyclable. Bien mieux que beaucoup d'autres matériaux. Alors après, il y a l'énergie qu'il faut pour fabriquer les batteries. Est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle n'est pas propre? Aujourd'hui, vous voyez qu'un certain nombre d'entreprises sont en train de mettre des usines de batteries dans des zones où l'électricité est relativement décarbonée. Alors, ce n'est pas le cas en Chine aujourd'hui, mais je pense que la Chine va évoluer assez vite. Alors ça, c'est des sujets, globalement, qui sont quand même relativement bien appréhendés. Et qui sont... on ne part pas dans une technologie comme ça sans être posé ces questions-là. Alors après, il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, mais si, oui, mais ça. Oui, mais si on ne fait rien, on est sûr d'une chose, on continuera à consommer des carburants fossiles et les affaires ne vont pas s'arranger. Donc il faut bien bouger. La solution n'est pas parfaite et il faut connaître les faiblesses et essayer d'y travailler. C'est ce que l'industrie est en train de faire. Alors, dernier sujet, les matériaux eux-mêmes. Alors, les terres rares, il faut se méfier du vocabulaire terres rares. Elles sont rares parce qu'elles ont été dénommées comme ça. Tout n'est pas si rare que ça. Il y a beaucoup de ces matériaux dont on dit aujourd'hui il n'y en a pas assez. En fait, il n'y en a pas assez simplement parce qu'on ne les a jamais cherchés. On est en train de trouver du lithium partout. Donc, le lithium dont on parlait il y a 5 ans comme étant un matériau dont on allait manquer très vite, ben en fait non. Et puis comme en plus ça va se recycler très bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur le lithium. Alors il peut y avoir du problème sur du cobalt, donc tout le monde est en train de travailler pour éviter le cobalt dans les batteries. Donc ces sujets-là sont quand même, ils sont visibles, ils sont dans l'ensemble vu. Il n'y a pas de solution parfaite. On peut parler, je peux vous parler pendant longtemps des problèmes environnementaux des voitures thermiques. Mais ils sont d'une certaine façon sous contrôle. C'est un peu trop fort parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire et on sait qu'il faudra continuer à avancer. Il faut aussi faire un peu confiance à la science et faire un peu confiance à l'industrie pour aller dans... Vous savez, quand un constructeur automobile met plusieurs milliards de dollars sur la table pour convertir son industrie pour aller vers la voiture électrique, il a quand même un peu réfléchi. Alors, encore une fois, ce qui est le plus difficile, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est la mise sous contrôle de sa supply chain, pour être sûr qu'au bout du bout, on n'a pas un fournisseur dans le lot qui fournit un fournisseur qui lui-même fournit un fournisseur. Il y en a
qui va finir par vous fournir, qui travaille dans des conditions épouvantables. Et ça, c'est un vrai gros sujet, pas facile du tout. Je ne sais pas, Renaud ou Philippe, si vous voulez intervenir pour compléter. Si tu veux, moi forcément j'abonde dans ton sens. Un élément de complexité en plus, c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et en particulier dans les pays qui fournissent un certain nombre de main-d'œuvre dans des conditions atroces. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, où la France devrait faire déconstruire un porte-avions en Inde. Et finalement, le contrat a été arrêté parce qu'on s'était aperçu que les gens qui faisaient ça, c'était du côté de Bombay si je me souviens bien, travaillaient dans des conditions qui étaient vraiment très précaires, voire insalubres. Ce qui était vrai pour l'avoir vu quand même. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les Indiens qui finalement n'ont pas vu le marché arriver, eux n'étaient pas vraiment contents. Parce que certes, ils travaillaient dans des conditions insalubres, mais ils touchaient un certain nombre de dollars. En général, c'était 1 ou 2 dollars à la fin de la journée. Et ils étaient contents. Donc, si vous voulez, on n'est pas forcément appuyé, même par des autorités étatiques ou des gouvernements, au bout du bout, quand il s'agit d'imposer un certain nombre de pratiques, entre guillemets, vertueuses. Oui, c'est vrai, enfin, je suis très d'accord avec toi. Moi, j'ai vu plein d'exemples où finalement, quand on opère on opère dans des pays, on voit les choses assez différemment de ce qu'on peut faire quand on est en France ou quand on est dans les pays développés, quoi. Je trouve que ton exemple est très bon. Et aujourd'hui, juste pour compléter votre propos, quand on est une entreprise et qu'on se fournit à des sous-traitants un peu partout dans le monde, comment on fait pour justement vérifier la chaîne pour s'assurer qu'au bout du bout, il n'y ait pas de pratique qui soit à l'opposé de notre éthique? C'est très compliqué parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on travaille, dans l'automobile, on travaille avec beaucoup de gros fournisseurs, même des grosses entreprises internationales. On a des contrats avec eux et on a des contrats. Dans ces contrats sont libellés et vous allez trouver dans les contrats tout ce qu'il faut sur l'éthique et sur les conditions de travail, etc. Donc eux s'engagent vis-à-vis du constructeur à faire en sorte que les produits qu'ils vont livrer sont conformes à cet aspect des choses. Eux-mêmes vont approvisionner des composants et faire travailler d'autres fournisseurs, donc se fournir. Eux-mêmes, en général, ont des contrats du même type. Mais ça finit par se perdre parce qu'on arrive au rang 3, 4, 5 et il y arrive souvent un moment où finalement le matériau ou la pièce dont vous avez besoin, votre fournisseur de rang N a besoin, eh bien le seul fournisseur vraiment qui existe à l'endroit où on en a besoin, il n'est pas aussi propre que ça, et puis on finit par s'asseoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut pas aller scruter en détail toutes les chaînes toute la supply chain, c'est pas vrai. Donc on se couvre juridiquement avec son premier rang, et après on fait des audits à certains endroits où on se dit là il peut y avoir des risques. Donc, et puis on est aussi à l'écoute des grands problèmes internationaux. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont en train de chasser pour s'assurer que il n'y a pas des entreprises qui font travailler des Ouïghours dans la liste des fournisseurs qui fournissent un bout de quelque chose dans votre supply chain. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Un constructeur automobile, il achète plus de 50% de la valeur de sa voiture. Il y a des milliers de fournisseurs qui eux-mêmes font face à des milliers de fournisseurs qui font face à d'autres milliers de fournisseurs. Donc on est sur des ordres de grandeur
qui ne permettent pas, de mon point de vue, de s'assurer à 100% que tout ce qu'on fait respecte l'éthique que l'on voudrait voir respecter. Je pense qu'il faut être un peu humble par rapport à ça. Après, il ne faut pas être naïf et il faut faire ce qu'il faut pour aller mettre sur pied un certain nombre de contrôles, au moins statistiques, mais je pense que la naïveté n'a pas cours. Merci. Je vais revenir, mais finalement, on a touché à beaucoup de ces sujets-là, enfin des sujets qui sont sur le slide. J'aime bien ce programme. Alors, c'est un programme, en fait, qui a été développé sous l'égide des Nations Unies, auquel les entreprises peuvent adhérer. Il y a une forme d'adhésion. Si vous voulez être adhérent, les équipes de Global Compact vont venir dans votre entreprise, vous allez être audité régulièrement sur ces 10 principes et vous donner au bout du bout une forme de label qui quelque part va pas vous servir, c'est pas juridique, mais ça vous permet d'abord pour le coup d'être sur le champ le plus large, en tout cas connu de l'éthique, connu aujourd'hui, et de vous poser les bonnes questions. Et ça peut être, c'est beaucoup utilisé dans le cadre de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui aujourd'hui est une demande de plus en plus forte à la fois des gens qui vont acheter vos produits, mais aussi des acteurs financiers. Quand vous êtes coté en bourse, il y a beaucoup d'acteurs financiers qui aujourd'hui vous disent finalement, si vous voulez être sustainable, donc durable, il faut que vous ayez un plan de RSE qui tient debout. Et l'adhésion au programme Global Compact fait partie des outils possibles pour les entreprises pour démontrer qu'elles mettent en place des activités sur ces thèmes. Et j'aime bien ce slide parce qu'on retrouve là le champ tel qu'on le sent aujourd'hui de l'éthique. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, l'éthique c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Vous avez les droits de l'homme en haut à gauche, donc promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme, donc ça commence par là, mais on sait que ce n'est pas partout le cas. Veiller à ne pas se rendre complice de violation des droits de l'homme, là on n'est pas loin du sujet des Ouïghours dont je parlais tout à l'heure. En bas à gauche, vous avez les normes internationales du travail, donc c'est de respecter la liberté d'association, le droit syndical, c'est pas partout dans le monde. C'est contribuer à l'élimination de toute forme de discrimination en matière d'emploi. Je ne vais pas les lire tous, vous pouvez les lire à tête reposée. Et donc il y a vraiment tout ce qui concerne les normes internationales du travail. C'est là que vous allez trouver le travail des enfants, par exemple. En haut à droite, vous avez l'environnement. Donc, l'approche de précaution par rapport aux problèmes touchant l'environnement, les initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement, etc. Et enfin, en bas à droite, la lutte contre la corruption. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui est vraiment réglementé par la loi et mis en œuvre de façon un peu hard par les Américains, ce n'est que le pavé en bas à droite. Dans le reste, on est sur des choses qui, alors, soit sont du domaine du droit dans certains pays, mais pas du tout du droit international, et on ne retrouve pas partout l'application de ces sujets-là. Alors, je vais continuer avec, et terminer avec quelques exemples de nature très diverse pour vous montrer un peu le champ que l'on peut couvrir. Alors là, c'est le cas que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un bâtiment qui abritait une usine en Inde, à Dhaka, qui s'est effondrée en 2013. 1138 morts, des centaines de blessés, une usine qui était manifestement dans un état déplorable, qui était, on a appris après, bien connue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est en 2013, hein, ça fait quand même déjà 8 ans. Dans les décombres, on a trouvé des étiquettes de, alors c'était une industrie textile, des étiquettes de grandes marques. Alors, pêle-mêle, on trouve il y avait Mango, Benetton, Camaïeu, des grandes marques de distribution françaises, il y avait des produits Auchan particuliers. Et bon, je pense que vous êtes sans doute un peu jeunes, mais ceux qui écoutaient les infos à l'époque, il y a eu beaucoup d'émotions autour de ce sujet en disant finalement c'est épouvantable.
le t-shirt que j'ai sur le dos, si ça se trouve, ou la robe que j'ai achetée, que madame s'est achetée, si ça se trouve, elle était fabriquée là par des gens qui étaient dans des conditions épouvantables. Il y a eu, alors, comme toujours dans ce genre de choses, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu un peu de boycott de certaines marques pendant quelques temps, et puis malheureusement, on a un petit peu oublié. Mais c'est votre question tout à l'heure sur les conditions dans les lignes d'extraction d'un certain nombre de matériaux. Et effectivement, il y a malheureusement ce genre de sujet qui sort de temps en temps, peut-être un peu trop souvent. Alors, complètement différent, et c'est un sujet auquel vous pouvez assez vite être confronté. Alors, il se trouve que c'est un président d'une entreprise allemande qui a dû démissionner en 2012 pour alors, abus de fonction ou abus de bien social, on aurait dit en français. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bénéficié d'un prêt préférentiel pour l'achat de sa maison et avait permis à un ami de payer pour lui une facture de quelques centaines d'euros. Donc, vous voyez, là, on est sur quelque chose. On parle, le vrai cadeau, c'est quelques centaines d'euros pour un patron d'entreprise. Et puis, c'est l'obtention d'un prêt dans des conditions préférentielles. Donc, en fait, il faut faire attention. C'est qu'il ne faut pas se dire, bon, ce que je fais là ou ce à quoi je touche, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas très grave. Ça ne peut pas aller bien loin. Vous voyez, pour un président d'entreprise en Allemagne en 2012, il a perdu son job parce qu'il a accepté un cadeau de quelques centaines d'euros. Alors ça, ça sort de la lutte anticorruption. Alors, quelque chose que j'aime moins et qui est un peu cynique, c'est dans le cadre de la loi Sapin 2 et le corollaire qui est la loi de moralisation des pratiques en politique, un des points qui a fait l'objet de beaucoup de débats à l'époque, c'est l'interdiction des emplois familiaux pour les députés. Alors, donc, les députés, ils ont en fait une enveloppe qui leur permet de contracter des aides, des assistants ou des assistantes pour leur travail. Et on a vu au travers de l'affaire Fillon que certains, et c'était une pratique assez courante, finalement, contractaient avec cet argent leurs enfants, leurs femmes, et pour du travail qui n'était pas forcément toujours bien évident à retrouver, mais que ça faisait un bon complément de rémunération. Alors ça, aujourd'hui, c'est parfaitement interdit par la loi de moralisation, et donc avec des amendes et voire des peines de prison aussi pour ceux qui se feraient prendre. Alors, les mauvaises langues disent que malheureusement, il y a déjà une parade parfaitement légale, c'est que plutôt que d'employer votre femme, vous employez la femme de votre collègue qui lui-même va employer la vôtre. Et ça, c'est malheureusement légal. Donc, vous voyez, après, quand on parle de morale et de cadre juridique, l'un ne recouvre pas toujours l'autre. Et en tout cas, les failles sont souvent exploitées. Je vais maintenant vous parler de deux sujets alors je reviens au niveau des entreprises et des grandes entreprises, deux sujets que j'ai vécus à titre personnel. Alors vous avez là, c'est un document qui est un document de Renault, qui est la première page du guide, ou qui est plutôt la page de garde du guide de prévention de la corruption et du trafic d'influence de Renault. Quand vous regardez les têtes de chapitre, c'est assez bien fait, c'est assez bien couvert. Ça a fait l'objet d'un déploiement qui a été assez fortement poussé par le président de l'époque, Carlos Ghosn, qui avait d'ailleurs fait la même chose chez Nissan quelques années auparavant. Donc Nissan est lui-même couvert par un code d'éthique qui est assez complet, qui est assez bien rédigé, auquel on a eu tous à faire face, plutôt à respecter en tant qu'employé.
Et puis, au bout de ça, le même Carlos Ghosn, je pense que vous savez, vous avez entendu dire qu'il a été plus qu'inquiété par la justice japonaise. Il s'est retrouvé en prison avec 5 chefs d'accusation, dissimulation de salaire, alors ça c'est plutôt technique, pour vis-à-vis de la bourse japonaise, mais aussi différents chefs d'accusation qui sont dans le domaine de l'abus de bien social, en fait, en termes de loi française. Ça a défié évidemment la chronique. Vous savez sans doute qu'il a fini par quitter le Japon, il a fui le Japon et il s'est réfugié au Liban. Il a un passeport libanais et les Libanais n'extractent pas les citoyens de leur pays. Et donc pour l'instant, il n'y aura pas de jugement puisque le Japon ne juge pas par contumace. Alors, plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, ça ne suffit pas d'avoir des beaux codes d'éthique ou tout autre texte dans une entreprise. La grande question. Pardon, je ne sais pas pourquoi, oui, c'est bon. La grande question qui est derrière, c'est comment vous le faites appliquer et comment vous faites en sorte qu'à aucun niveau, quelqu'un puisse déraper. Alors, je ne veux pas faire le procès de Carlos Ghosn, il n'est pas jugé, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Ce que l'on peut dire quand même, c'est que il y a un certain nombre de comportements qui là étaient visibles, qui ont ouvert à tout le moins une suspicion, et que cette suspicion arrivait à ce niveau-là, et dans un contexte qui était par ailleurs assez tendu, a fini par faire déraper la situation, pour lui, mais aussi pour les deux entreprises, pour Nissan et pour Renault. Donc, regardez les conséquences de ce qui s'est passé. À la fois, les entreprises ont perdu leur chef, qui n'avait pas bien préparé sa succession, donc il y a eu une guerre de succession derrière. Et puis en plus, on est rentré très vite dans la suspicion réciproque, la théorie du complot, c'est les Japonais qui l'ont piégé, etc., etc. Je ne vais pas passer les détails. Donc c'est quand même le vrai sujet qui est derrière, c'est un peu comme ce qu'on disait pour les conditions de travail difficiles. C'est pas le tout d'avoir des textes, même s'ils sont très bien rédigés, je vous assure que ceux de Renault et Nissan sont pas mal. La question, c'est comment vous mettez en place un système qui fait que personne ne peut déraper, y compris au plus haut niveau de l'entreprise. Et ça, c'est des vrais sujets de management et qui commencent, vous allez y être confronté assez vite, vous pouvez être assez vite, je dirais, surpris par des demandes, ou par des interdictions, ou par... et simplement, je pense que les entreprises, de plus en plus, sont obligées de faire face à la bonne mise en œuvre de ce qu'elles veulent voir faire. Le deuxième sujet, et je voudrais attirer votre attention, vous allez partir à l'étranger. On a beaucoup parlé, peut-être l'avez-vous vu dans la presse, de la justice japonaise à cette occasion-là. Elle a été trouvée particulièrement brutale, avec des conditions d'incarcération très au-delà de ce que l'on fait en France avant le jugement, avec finalement une forme de négation du principe d'innocence qui est très cher à la France. Là, le point là, c'est qu'on a tout simplement redécouvert, pour ceux qui ne connaissent pas le Japon, ce qu'est la justice japonaise. Mais elle ne s'est pas comportée avec Carlos Ghosn différemment de ce que moi je l'ai vu faire les 30 dernières années. Ils fonctionnent comme ça. Ils se l'appliquent à eux-mêmes aussi. Alors certains disent un peu moins à eux-mêmes qu'avec les étrangers, peut-être. Mais malgré tout, quand vous êtes étranger dans un pays, il ne faut pas réagir en se disant c'est la loi française qui va s'appliquer et parce que je suis français, je peux m'abstraire des conditions locales. Si vous êtes au Japon, vous êtes en Chine, vous êtes en Indonésie, vous pouvez être rattrapé par les pratiques japonaises, chinoises ou indonésiennes, les pratiques de police ou les pratiques de justice.
Donc, quand vous allez arriver dans un pays et vous allez être impliqué dans le monde des affaires de ce pays, essayez de bien vous briefer ou vous faire briefer sur les pratiques un peu particulières. Moi, j'ai un souvenir, et je n'ai pas oublié, quand je suis arrivé pour la première fois au Japon dans les années 80, le patron à l'époque du bureau de Renault au Japon m'a dit, tu vas voir, c'est un pays, la vie d'expatrié à Tokyo, c'est super, très agréable, on y vit très bien, mais un petit conseil, débrouille-toi pour ne jamais avoir affaire ni à la police ni à la justice. Donc voilà, donc, juste un petit point là d'alerte à titre, enfin d'alerte, de précaution à titre personnel. Deuxième sujet du grand monde des affaires automobiles, le scandale Volkswagen. Alors, le scandale Volkswagen, pour ceux qui... Ça a démarré en 2015, alors vous n'avez peut-être pas suivi. Volkswagen s'est fait prendre aux États-Unis avec, par les autorités américaines, un peu par hasard, sur une accusation disant « mais vos voitures, vous trichez, vos voitures en fait, elles sont homologuées, elles passent peut-être la norme le jour où on les teste dans les conditions d'homologation, mais dans les mains des clients, elles ne passent pas du tout la norme et vous avez équipé vos voitures d'un logiciel fraudeur qui en fait reconnaît que la voiture est dans une condition de test sur des bancs à rouleaux, c'est fait sur des bancs à rouleaux, et effectivement ils avaient mis au point un logiciel qui était d'ailleurs assez bébête. Ils testaient, ils avaient un capteur de position du volant et quand la voiture commençait à faire des kilomètres avec le volant qui ne bouge pas, ben, ils ont déduisé qu'elle était en condition de test sur un banc à rouleaux. Et donc le moteur a été réglé pour respecter la norme. Et quand ce n'était pas le cas, eh bien, il était réglé pour consommer moins, faire moins de bruit et rendre les voitures plus performantes, mais par contre elles polluaient plus. Donc, évidemment, c'est parfaitement illégal. Et les Américains ne sont pas très tolérants pour ce genre de choses, donc ça a donné lieu à un gros scandale et surtout beaucoup d'actions. Donc le patron de Volkswagen à l'époque, Günther Korn, a été obligé de démissionner très vite. Volkswagen a été obligé de rappeler je ne sais plus combien de voitures, mais ça au bout du bout, ça s'est joué en millions. Tous ceux qui opéraient, les patrons qui opéraient aux États-Unis ont été jugés aux États-Unis et condamnés, certains à de la prison, mais ici 40 mois de prison. Donc ça a coûté une fortune à l'entreprise. Alors, ça a duré des années, c'est pas fini, les procès en Europe ne sont pas terminés. Donc un impact considérable sur l'entreprise. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ça n'a pas eu de vrai impact sur les ventes de Volkswagen, du groupe Volkswagen. Quand vous regardez, vous retrouvez au bas de ce tableau, en 2019, donc 4 ans après ce gros scandale, ils sont toujours numéro 1 en termes de nombre de ventes devant Toyota et puis Renault, Nissan et Mitsubishi. C'est toujours le cas en 2020, j'ai vérifié. Simplement, c'est Toyota numéro 1, Volkswagen numéro 2 avec très peu d'écart. Et Renault-Nissan toujours 3e avec beaucoup plus d'écart. Alors Renault-Nissan a payé le scandale Carlos Ghosn et la désorganisation des entreprises qui a suivi. Donc, Volkswagen finalement n'a pas été puni par ses clients, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ça, là aussi, ça laisse à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est outré en regardant sa télé, mais finalement on l'est moins quand on va acheter sa voiture. C'est ce que disent les chiffres. Ça a coûté néanmoins une fortune à l'entreprise et ça a surtout eu un effet indirect qui est finalement assez étonnant, mais c'est l'industrie qui a payé. Et c'est l'industrie qui a payé parce que, vous voyez ici, le déclin rapide des parts de marché du diesel en Europe, ça a commencé en 2016, juste après le scandale de Volkswagen. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les normes anti-pollution se sont sévérisées, rendent le diesel un peu plus cher, etc. Donc ça devait baisser, mais ça n'était pas baissé ni avec cette vitesse, ni avec cette ampleur. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce que les gens ont retenu, amplifié par certains politiques, c'est finalement les constructeurs automobiles, tous, l'industrie est une industrie qui triche. Le diesel n'est pas propre et vous avez vu fleurir à droite et à gauche des interdictions de circuler au diesel
dans certaines villes. Paris est un grand exemple. C'est la même chose en Allemagne. Et en voie de conséquence, par conséquence, en fait, un impact industriel extrêmement lourd pour l'industrie. Encore une fois, c'est plus une anticipation, ça se serait passé, mais c'est quand même une vitesse de décroissance qui n'a pas du tout été anticipée par l'industrie, parce qu'évidemment, personne n'avait anticipé qu'il y allait y avoir quelqu'un qui allait tricher de façon aussi brutale. Philippe, j'ai Oui. une question. Oui. Dans le chat, donc c'est Tulimasu Mutsinga qui demande si la réaction du marché ne dépend pas beaucoup de la culture considérée. Ça, c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai. L'aspect culturel est un aspect qui domine beaucoup des relations d'affaires et surtout de la consommation. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire quand même, je m'interroge quand même finalement, comment on est. Parce que cette affaire Volkswagen a fait beaucoup de bruit et tout le monde s'est offusqué, ce sont des tricheurs. Alors, il y a plusieurs lectures à ça. On peut se dire, quand je suis devant ma télé et intellectuellement, je considère que Volkswagen est un horrible tricheur, c'est vraiment pas bien. Bon. Mais quand je vais acheter une voiture, finalement, les voitures Volkswagen sont quand même pas mal. Ça correspond à ce que je cherche et voilà, j'oublie un peu le côté triche. C'est une façon de voir les choses. Il y en a une autre, et qui est peut-être liée à ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, c'est toute l'industrie qui s'est trouvée clouée au pilori. Et il faudrait, alors là, j'ai pas fait, j'étais un peu dans l'action dans ces années-là, et j'ai pas fait, il faudrait faire un petit travail d'historien pour voir comment ça s'est enchaîné. Évidemment, Volkswagen a commencé par se défendre en disant mais tout le monde fait ça. Bon. Et puis les journalistes adorent le tout le monde fait ça. Et donc c'est parti assez vite en disant mais finalement toutes ces grandes entreprises c'est tous des tricheurs. C'est un thème que tout le monde aime. Et alors à partir du moment où tout le monde est un tricheur, bah, Volkswagen n'est pas plus qu'un autre. Donc pourquoi j'achèterais pas une Volkswagen? Il peut y avoir de ça aussi. La vérité, c'est que ce sujet, qui est un sujet que je connais bien, parce que j'ai fait du développement moteur quand j'étais jeune, il n'y a quand même personne qui a triché comme Volkswagen. Alors pourquoi ils ont triché? C'est qu'en fait, ils ont essayé de faire un truc que personne n'a réussi à faire correctement, parce que c'était très difficile à faire, c'est de vendre du diesel aux États-Unis. C'est comme ça que ça a démarré. Il se trouve que les normes anti-pollution aux États-Unis sont plus sévères que les normes européennes, en particulier sur les oxydes d'azote. Et les oxydes d'azote, c'est un problème pour le diesel. Et en Europe, quelque part, on a autorisé le diesel à polluer un peu plus en oxyde d'azote parce qu'il y avait une culture plus diesel, si je puis dire, on revient à la culture, et surtout parce que ça consommait moins, on y voyait, ça faisait du coup moins de CO2 aussi, et on y voyait quelque part, le législateur européen voyait une balance qui était plutôt favorable, qui valait la peine de laisser au diesel le droit d'exister. Les Américains n'ont pas eu cette culture-là et ont appliqué des normes très strictes. Ces normes strictes sont difficiles à garantir avec un moteur diesel, et les Allemands, Volkswagen, pardon, pas les Allemands, Volkswagen, qui avait un point fort pour lui, le diesel, c'était le gros de ses ventes en Europe, c'est son point fort, c'est son savoir-faire. Il y a une pression du top management sur le monde technique de Volkswagen en disant on va envahir les États-Unis du diesel. Et les ingénieurs ne se sont pas sortis de cette pression managériale. On en revient à les entreprises, on en revient toujours au management. Hein, et il est arrivé à un moment où ils ont commencé à se dire bah, finalement, on a une solution. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale, mais ça ne se verra pas. Bon, ça finit toujours par sortir. L'histoire est assez étonnante. C'est sorti comment? C'est sorti par une université qui faisait des travaux, qui faisait des essais de voitures sur banc à rouleau pour des histoires qui n'avaient rien à voir avec la pollution. Je crois que c'est des affaires de consommation. Et ils se sont rendus compte, comme ils avaient les voitures sur les bancs à rouleau, comme vous êtes sur un banc à rouleau, vous mesurez les gaz, c'est un grand classique, ils se sont rendus compte que les voitures, elles étaient bizarres, ils obtenaient des résultats très loin de l'homologation, mais parce qu'ils n'utilisaient pas le cycle d'homologation, ils utilisaient les voitures dans un autre contexte. Et ils ont commencé à poser des questions à Volkswagen. Et Volkswagen n'a pas répondu aux questions. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis, c'est parti vers l'EPA, ça je ne sais pas comment.
Et là, l'EPA a prélevé les voitures, ils sont allés voir. Mais c'est sorti par hasard, quoi. Alors, après, l'aspect culturel, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des cultures où on peut tricher plus facilement que dans d'autres? Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Je pense qu'intellectuellement, ça me choque un peu de dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des environnements de business où on s'autorise plus de marge. Il y a des environnements de business plus ou moins rigoureux. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, des pratiques, des cultures. Des cultures, mais pas des cultures au sens de la culture profonde, des religions, etc. Des cultures au sens des pratiques opérationnelles, avec plus ou moins de rigueur. Ça, par contre, c'est tout à fait. Philippe, peut-être que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Parce que tu as bien expliqué en début de ton propos le parallèle entre l'éthique et le juridique. Il faut quand même que nos amis là, qui vont à l'étranger soient conscients que le juridique, ça varie en fonction des pays, hein, tous les pays n'ont pas la même loi, et que l'éthique est fortement corrélée avec la culture, et que évidemment tous les pays ne partagent pas la même culture. Donc, quand on se retrouve dans un pays donné, je crois qu'une des premières choses qui sont à faire, hein, parmi les toutes premières choses qui sont à faire, c'est de, regarder un petit peu quelle est la loi dans le pays, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., etc. Et deuxièmement, essayer de s'imprégner le plus possible de la culture locale, pour savoir comment les gens appréhendent les choses, ne serait-ce que simplement lors de discussions business, de ne pas dire, même sans faire des choses qui sont contraires à la morale, mais de ne pas dire des choses qui pourraient blesser ou être mal comprises par vos interlocuteurs, simplement pour des questions culturelles. Philippe, tu as entièrement raison. J'ai un exemple là-dessus qui concerne, c'est vraiment la petite vie de tous les jours quand on est cadre dirigeant, les cadeaux qu'on reçoit et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Quand j'étais jeune ingénieur, donc il y a un peu plus de 30 ans, je me suis trouvé à un moment donné, très vite, j'étais responsable des essais de fiabilité des moteurs, et quand on essaie des moteurs, on essaie aussi des huiles et des carburants, donc on avait un contrat avec elle. Et j'avais une bonne relation avec le gars qui était en face de chez moi. Le premier Noël, il m'envoie une caisse de vin, et en plus du bon vin, du côte rôti. Hein. J'étais jeune ingénieur, je reçois ça, je vais voir mon chef, je dis bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis à l'époque, les années 80, il me dit oui, écoute, tu as de bonnes relations, puis d'ailleurs ton prédécesseur il l'avait aussi, ça fait partie du but. Ne t'inquiète pas, tu gardes ton vin, profite-en. Très bien. 30 ou 40 ans après, il était hors de question pour moi d'accepter un truc comme ça. Ça devient impossible. C'est la règle de base et la pratique que je m'étais donnée, surtout, je n'accepte rien. 0-0. Et je me retrouve en voyage au Moyen-Orient. On va visiter des revendeurs de voitures. 2 jours de voyage. Discussions, des meetings, un dîner évidemment. Au moment de remonter dans l'avion, un des plus gros le distributeur local vient et me donne dans les mains un tapis de prière en soie. Et alors là, le réflexe normal, c'est j'accepte pas, je peux pas. Et je peux vous dire que quand vous êtes en face d'un des gros distributeurs automobiles à Dubaï et qui vous met ça dans les mains, et qu'on a eu des relations un peu difficiles pendant 2 jours, je suis monté dans l'avion avec. Après, je me suis retrouvé à Tokyo avec mon tapis de prière en soie, et j'ai été voir le patron de l'éthique chez Nissan, je lui ai dit qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et ça, c'est exactement ton point, c'est-à-dire qu'en fait, et je pense que je ne pouvais pas le refuser. Non, il n'aurait pas compris que tu le refuses. Et là, vous avez quelques secondes pour décider, je refuse et je crée un esclandre local avec le gars avec lequel je m'étais déjà battu pendant 2 jours et on avait essayé d'arrondir les angles au bout, ou bien je me crée un problème au retour et bon, j'ai pris ce choix-là, mais
Ça, c'est de la vie de tous les jours, ça. Je vous propose peut-être d'arrêter avec l'éthique et puis d'enchaîner avec la présentation de Renaud. Il me reste les 2 slides avec des exemples. On peut y revenir à la fin si on a du temps. Il y a des choses très variées. Vous pouvez aussi les regarder après. C'est simplement des situations. Là, on n'est plus au niveau de la grande entreprise, de la direction générale. On est au niveau des choses très opérationnelles. Vous voyez, je vais juste prendre le premier cas pour vous donner une idée du genre de choses dont on parle. Manager commercial doit licencier une commerciale sur les demandes répétées de sa direction parce qu'elle ne tient pas ses objectifs. Donc elle ne fait pas le boulot, elle n'a pas la performance. Mettez Madame Machin dehors. Bon. Et puis, et en plus, elle ne fait pas les heures sup, donc elle paraît pas engagée, etc. Et il s'aperçoit que, en documentant de plus près, que cette dame, malheureusement, elle élève son enfant seule et qu'elle a en plus, elle habite loin de l'entreprise, elle a des trajets assez longs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il obéit? Il obéit à son patron et il met cette dame au chômage. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Voilà. Je vous laisse avec ça. On pourrait revenir si on a du temps à la fin. On pourra discuter sur l'ensemble de ces sujets. Mais je propose, Renaud, je te propose de prendre la main parce que sinon, je vais parler encore trop longtemps.